C'est-à-dire qu'en fait, il reste plus de seul qu'une seule espèce aujourd'hui. Et ça, c'est inouï, mesdames et messieurs. Hein, vous savez que par définition, une espèce, c'est l'ensemble des individus qui peuvent se reproduire entre eux. C'est la définition la plus simple. Une espèce biologique. Or, tout homme peut se reproduire avec toute femme. Mais il y a 40 000 ans, et c'est ça que nous a apporté la génétique ces dernières années, c'est qu'il y a 40 000 ans, dans cette salle, mesdames et messieurs, et tout aussi intelligents que nous, il y a eu des hommes et des femmes de Néandertal, il y a eu des hommes et des femmes de Denisova, mais on ne sait pas comment ils étaient, les petits hommes et petites femmes de Solo, vous savez, les Lilliputiens, mais ils auraient été au premier rang, ceux-là. Flores. Et les hommes de Solo, qui sont l'équivalent de Néandertal, mais à Java, à cette époque-là. Bon, bref, on est à 3, 4, voire 5 espèces d'hommes différentes, et on continue à en découvrir. Et c'est une seule humanité. Parce que tous utilisent des colorants, tous enterrent leurs morts, tous ont de l'art, tous sont dans l'expression symbolique. En fait, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on ne le croyait. Et dans l'expression que vous dites l'homme, on croyait qu'il n'y avait que nous, les homo sapiens. Or, on s'aperçoit que de la même façon que beaucoup de comportements ou de sentiments ou d'expressions cognitives ou sociales que l'on croyait exclusives à l'homme sont partagés à différents degrés, je vous l'accorde, avec les chimpanzés, on s'aperçoit que ce qui fait quand même l'humain, c'est-à-dire cette capacité que nous avons, à travers le langage, l'art, de nous installer dans un rapport symbolique au monde, alors ça, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé chez les chimpanzés, eh bien, on croyait que c'était que notre espèce, mais pas du tout. Bien sûr, dans la nature actuelle, parce qu'il ne reste que nous. Mais il y a 40 000 ans, nous partagions cela avec bien d'autres espèces d'hommes. Alors, du coup, vous voyez, je ne dis pas que c'est inquiétant, mais ça nous amène à réfléchir. Parce qu'on nous dit, ah tiens, pourquoi Néandertal a disparu? Alors on trouve des tas d'idées, comme l'histoire des maladies, hein, que j'évoquais tout à l'heure avec les Européens qui rencontrent les Amérindiens. Mais pas du tout à l'époque, parce que Néandertal et Cro-Magnon se rencontrent au Proche-Orient. En plus de ça, les populations sont quand même à faible densité démographique. Le temps qu'un virus se diffuse, bon, en plus on a cohabité avec eux pendant 8000 ans. À 8000 ans, l'agriculture commençait à peine pour nous. Hein. 8000 ans, ça fait un bail quand même. Hein. Donc ça n'a pas été une extermination, quelles que soient les raisons, brutale. On a cohabité avec eux, on a échangé avec eux. À partir de 100 000 ans, pour faire simple, d'aujourd'hui à 100 000 ans, nous les homo sapiens qui venons d'Afrique, et les hommes de Néandertal qui sont au nord, on ne peut plus du tout avoir d'interfécondité. Par contre, il y a eu certainement des forme d'interfécondité, sans forcément donner des enfants d'ailleurs viables, hein, entre 500 000 ans et 100 000 ans. Pourquoi? Parce que Néandertal et nous, monsieur, nous avons le même ancêtre commun. Donc nous partons avec le même patrimoine génétique. Alors ensuite, les circonstances vont faire, les âges glaciaires, etc., les migrations et autres, que Néandertal va petit à petit s'isoler au nord et nous au sud. Mais quand il se retrouve au Proche-Orient, bien sûr que la séparation entre espèces n'est pas consommée et que bien évidemment, il peut y avoir des transferts génétiques. Et peut-être qu'il y a eu des hybrides. Alors, on nous dit, ah ben oui, mais si on les a supplantés, c'est que nous étions nantis de meilleures techniques et de meilleures armes. Peut-être, c'est vrai d'ailleurs, par rapport à ce qu'on a. Mais Néandertal avait évolué quand même dans les régions du Nord. D'un point de vue de sa physiologie, de sa biologie en général, il était mieux adapté au froid que nous, qui venons d'Afrique. Ça aussi, c'est la génétique qui nous le dit. Les fossiles, la génétique et la linguistique. Donc, il y a eu autre chose. Et en fait, ce qui semble intéressant, c'est qu'on a cohabité avec eux, mais petit à petit, on est en train de prendre sur leur terrain de chasse, les meilleurs territoires. Et petit à petit, on voit Néandertal qui recule, et les autres hommes aussi. Et au bout d'un moment, il ne reste plus que nous. Et c'est la conclusion, enfin ce que je raconte à la fin de ce livre, c'est que notre espèce, aujourd'hui, Homo sapiens, c'est un succès évolutif comme jamais dans l'histoire de la vie. Jamais une espèce n'a pu s'installer dans tous les écosystèmes. C'est jamais arrivé. Nous sommes dans tous les écosystèmes, même les milieux extrêmes. Alors je vous l'accorde, on n'est pas dans les abysses, etc. Mais enfin, bref. En tout cas, parmi les animaux, ou même tout ce qui est être organisé, pluricellulaire, nous sommes les seuls à avoir fait cela. Grâce à notre plasticité morphologique, biologique, physiologique et surtout cognitive, puisqu'évidemment, là interviennent les aspects
culturels et techniques. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous, ces aspects culturels et techniques nous amènent aussi à des contre-sélections, comme pour le lait, comme pour la nourriture, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'évolution biologique continue. Hein, mais l'importance de la technique joue un rôle considérable, notamment pour la préparation des nourritures et s'abriter, bien évidemment. Notre succès évolutif est sanctionné par un désastre considérable. Dans notre expansion, mais ce n'était pas volontaire, soyons clairs, nous avons éliminé les espèces les plus proches de nous. Il y a 20 000 ans, 30 000 ans, les autres hommes, Néandertal, Solo, Flores, etc. Quand nous sommes arrivés en Australie, on a éliminé les grandes faunes de marsupiaux géantes. Quand nous sommes arrivés dans les Amériques, la même chose, on a participé à l'élimination des grandes faunes. Et aujourd'hui, notre expansion fait que nous éliminons les derniers grands singes, qui sont les plus proches de nous dans la nature actuelle, et nous éliminons les espèces les plus complexes et les plus proches de nous, dans l'ordre inverse de leur proximité avec nous. Alors, il n'est pas question d'accuser nos ancêtres. Eux, ils allaient là, ils faisaient les qui bouffent, etc. On peut appeler ça de la sauvagerie, si vous voulez. Mais voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la sauvagerie. Aujourd'hui, nous savons. Et ça s'appelle de la barbarie. Quel sera notre devenir en tant qu'humains si nous continuons ces désastres? Alors, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour le faire, parce qu'on le sait. Nos ancêtres ne le savaient pas. Donc voilà ce que la contribution de la paléanthropologie à ces débats de notre temps, qui n'apportent pas les solutions, mais qui contribuent quand même au moins à une prise de conscience, c'est déjà pas mal, mais aussi sur les mécanismes tout de même. Alors l'évolutionnisme, ça veut dire quoi? C'est une pensée qui admet que le monde change. Et surtout qui change en raison de facteurs matérialistes. C'est important. Hein, des phénomènes naturels, pour être simple. Au sens moderne du terme, c'est pas un hasard, hein, ça intervient au XVIIIe siècle, hein, quand les sociétés humaines essayent de se dégager d'une société de droit divin qui est fixe et qui essaye de prendre en main sa destinée et d'en être responsable. Donc c'est les Maupertuis, c'est les Diderot, c'est les Buffon. D'ailleurs, ils étaient tous copains entre eux, hein, ils se connaissaient fort bien. Donc tout ça, ça émerge au cœur, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En Angleterre, c'est le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, qui a une pensée évolutionniste. C'est un mec formidable, celui-là. Erasmus Darwin, je peux vous dire, il n'est pas connu en France, mais c'est un sacré bonhomme. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a Lamarck. Vraiment la première théorie cohérente d'un point de vue scientifique, hein, dégagée de toute théologie, non pas par opposition, mais dans son mode de construction. C'est Jean-Baptiste de Lamarck, qui invente le terme de biologie en 1802. Donc les sciences naturelles, enfin l'histoire naturelle, pardon, est dégagée de toute théologie. Et c'est lui qui énonce le principe que les espèces ont tendance à se perfectionner. Comment, il ne le sait pas, mais Darwin ne le saura pas non plus d'ailleurs, il le constatera. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en réponse au changement de l'environnement. Maintenant, ce que va apporter Darwin, c'est les mécanismes de l'évolution, c'est-à-dire comment ça peut se faire. Hein. C'est les goélands. Vous prenez les goélands de Bretagne et vous allez vers l'Est, il y a interfécondité entre les populations. Vous faites le tour du cercle arctique, vous arrivez au Québec. Et quand les goélands du Québec rencontrent ceux de l'ouest de l'Europe, eh ben, ils ne sont plus interféconds. Donc vous avez continuité génétique en faisant le tour, et vous avez rupture aux deux extrémités. Vous voyez? Eh ben, c'est ça qui fait qu'il y a évolution. Et la sélection naturelle, mesdames et messieurs, je le réexplique en long et en travers, ça n'a jamais été la loi du plus fort. C'est complètement stupide, ça n'a jamais été ça. La sélection naturelle dit que tout simplement, certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres. Et que ce n'est pas l'individu qui évolue, c'est la population. Et in fine l'espèce. Quoique on ne sait plus trop ce qu'est l'espèce aujourd'hui. Mais, et ça c'est important, qu'est-ce qui fait qu'un individu va laisser une plus grande descendance que d'autres? Bah, ça peut être la chance. Moi je me déplace à moto, enfin vu mon âge, mon succès reproducteur c'est assuré. Mais bon, mais ceci dit, vous avez un accident ou quoi que ce soit, c'est pas la faute à Darwin, merde. Donc si vous êtes jeune, malheureusement ça arrive, vos gènes, vos caractères ne passeront pas à la génération suivante. Hein, vous êtes un chimpanzé, vous passez d'une branche à l'autre, il y a une branche pourrie, bah voilà, c'est terminé. Hein. Donc ça arrive. Un virus, bien sûr. Vous savez que la pire chose, ce sont les virus dans l'évolution et les agents pathogènes, bactéries, etc. Bien sûr, il peut y avoir de la compétition pour l'accès aux nourritures, l'accès aux abris et l'accès aux partenaires sexuels. Mais là, l'accès aux partenaires sexuels, là aussi, arrêtons les délires. Hein. Charles Darwin, c'est lui aussi qui invente la sélection sexuelle. Alors, le gros délire, c'est que ouais, le mâle dominant assure la copulation de toutes les femelles et les autres mâles, ces pauvres cons, ils font rien.
Alors justement, là, dans 2 jours, je vais faire un tournage sur l'infidélité. Je peux vous dire que les femelles, elles se débrouillent toujours très bien. D'ailleurs, dans la plupart des espèces, notamment chez les singes, chez les femelles qui choisissent tout simplement, elles ont toujours l'intelligence de faire croire que c'est nous qui avons choisi. Et nous, comme nous sommes tellement vantards, tellement dans notre ego de machiste, on le croit. Donc tout ça, attention, il y a des espèces chez lesquelles il y a des choix de partenaires, des espèces où c'est plus restrictif, bien sûr. Et je ne cite pas certaines populations humaines, bien sûr, à cet égard. Donc, il y a de la diversité. Le maître mot de Darwin, c'est la diversité. Il y a aussi de la diversité des systèmes sociaux. Et là aussi, c'est Darwin qui l'avait mis en évidence. Et donc, vous voyez, comme quoi ce personnage, on ne le connaît pas. Je ne dis pas qu'il est parfait, ce n'est pas mon propos. Mais déjà qu'on commence à le lire, et après, on pourra voir et avancer. Et donc, on a encore beaucoup à apprendre. Et effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui, j'ai parlé de la médecine évolutionniste, ce qu'on appelle l'anthropologie évolutionniste, reste encore très en retard. Et c'est tout l'enjeu de mon travail et celui de mes collègues, bien évidemment. C'est ça les sciences. C'est toujours cette capacité, même qu'on croit connaître les choses, de s'émerveiller de quelque chose qui va nous surprendre, nous étonner, etc. Et je crois qu'effectivement, ces joies, d'abord les partager. Et puis j'aime bien la polémique, j'aime bien castagner contre ceux qui me font chier, contre la laïcité, etc. Ça, j'aime bien cogner aussi. Donc ça, c'est l'ancien handballeur. Mais c'est pas ça ma motivation. C'est venez, voyez quoi. Voilà, je suis un peu comme ça, Thomas. Mais voyez quoi, c'est formidable, c'est nos origines quand même.